Je passe sur l'historique du débat et sur l'historique des autorités administratives indépendantes en matière d'environnement. On pourra en parler si vous le souhaitez plus tard. Et je vais essayer de me retenir aussi de réagir par rapport aux propositions, enfin aux éléments qui ont été dévoilés par Madame la députée à l'instant. J'espère qu'on aura un temps de débat pour discuter un petit peu sur la base de cette préfiguration qu'elle vient d'esquisser, puisque je pense que c'est très intéressant aussi de discuter sur la base de ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, la question à laquelle je voudrais essayer de répondre, c'est pourquoi faut-il, à mon avis, une autorité publique indépendante en matière d'environnement? Pourquoi faire? Et on pourrait ajouter un sous-titre, est-ce qu'il s'agit de faire de la figuration ou de présenter une réforme structurelle? Alors, le raisonnement est simple, puisqu'on parle ici d'une autorité indépendante, et je suis heureux à ce titre que Madame la députée ait insisté tout à l'heure sur la question de l'indépendance. Puisqu'on parle d'une autorité indépendante, la première question à se poser, c'est finalement à quoi sert une autorité indépendante? Quelle est la plus-value d'une autorité indépendante par rapport à une autorité administrative classique, quelle qu'en soit la forme? Hubert aura peut-être l'occasion de revenir sur ces aspects-là, mais il me semble que l'intérêt d'une autorité indépendante est surtout de couper court à un certain nombre de conflits d'intérêts. Et donc, il faut tout de suite se remettre en tête cette notion de conflit d'intérêts. Alors, il se trouve que maintenant, elle est définie par la loi, depuis la loi sur la transparence de la vie publique de 2013. L'article 2 précise qu'un conflit d'intérêts, c'est toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Alors, la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est finalement, dans le domaine de l'environnement, quelles sont les situations dans lesquelles on peut effectivement avoir une interférence entre un intérêt public et un intérêt privé, ou entre un intérêt public et d'autres intérêts publics. Et évidemment, en toile de fond, ici, on a la fameuse question qui anime les publicistes depuis 50 ans, à savoir qu'est-ce que l'intérêt général? Quelles sont les composantes de l'intérêt général? Il se trouve que depuis 1976, le législateur a dit clairement que la protection de l'environnement est d'intérêt général. La question, c'est qu'il y a aussi d'autres types d'intérêts généraux. Et effectivement, par expérience, et ça, je pense que tous les acteurs de l'environnement ont déjà fait cette expérience, il peut y avoir parfois des conflits entre, d'un côté, la poursuite de l'intérêt général environnemental et d'autres types d'intérêts généraux, comme par exemple le développement économique ou autre. Donc, pour savoir à quoi peut bien servir une autorité indépendante dans le domaine de l'environnement, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de lister un certain nombre de conflits d'intérêts qui existent dans le droit, enfin, dans nos institutions actuelles, et à chaque fois de vous montrer en quoi confier un certain nombre de pouvoirs à une autorité indépendante permettrait de résoudre ces conflits d'intérêts et de manière à ce que les décisions soient prises un petit peu plus en faveur de l'environnement, et que l'intérêt général environnemental ne cède pas trop souvent sa place à l'intérêt général économique ou autre. Donc finalement, vous allez voir que ici, le conflit d'intérêts, c'est souvent conflit entre intérêt de l'environnement et d'autres intérêts généraux, d'autres intérêts privés. Alors, il y a trois domaines dans lesquels, à mon sens, l'indépendance pourrait apporter quelque chose sur ce plan.
Le premier domaine, c'est celui de la police de l'environnement et des sanctions administratives. Alors, vous savez que le débat politique aime bien se faire peur avec la notion d'écologie punitive, que ce soit clair. Si on est un petit peu sérieux, l'écologie punitive en France, ça n'existe pas. D'accord ? Il suffit de regarder les statistiques. J'espère que les dernières réformes avec la création de juridictions spécialisées en matière d'environnement vont contribuer à remédier à cette situation. Mais la situation de l'application du droit pénal de l'environnement et de manière générale du droit répressif de l'environnement, si on regarde les statistiques, on voit bien que la répression est à chaque fois une exception dans le paysage français. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce domaine? Je vais d'abord parler... Excusez-moi. Je vais d'abord parler de l'aspect répression administrative. En matière d'environnement, c'est en pratique d'abord la répression administrative qui est utilisée. Alors ici, je pense surtout au domaine des installations classées, où le droit pénal intervient uniquement de manière subsidiaire. Je ne vous dis pas que c'est ce qui est prévu par les textes, je dis simplement que c'est la manière dont c'est pratiqué par l'administration. Donc les sanctions administratives, c'est censé être la principale réponse, en tout cas la première réponse de l'administration à une situation de violation de la règle de droit. Le problème, c'est qu'ici, le pouvoir de sanction est confié au préfet au niveau local. Et comme chacun sait, un préfet, ça a beaucoup de compétences, ça a beaucoup de missions, et ces différentes missions peuvent parfois entrer en conflit. Au titre de son pouvoir de sanction, il a la responsabilité, d'une certaine manière, de préserver l'intérêt général environnemental et, accessoirement, mais ce n'est pas du tout accessoire, l'intérêt général sanitaire. Puisqu'on a bien vu à travers on sait bien qu'à travers certaines pollutions, les questions de santé sont au premier plan. Donc, il doit préserver l'intérêt de l'environnement, mais par ailleurs, et je n'incrimine pas du tout les préfets, je dis simplement que c'est la structure qui est mise en place par notre droit qui crée cette situation. Par ailleurs, le préfet, il a aussi pour mission de veiller aux intérêts économiques locaux, au développement économique local. Et par conséquent, eh bien, cette situation fait qu'il est forcément, mécaniquement, dans une situation un petit peu schizophrénique, puisque on le sait maintenant depuis au moins 30 ans, il y a beaucoup de travail de sociologie sur ce sujet. Eh bien, la pratique du chantage à l'emploi par les industriels notamment, est assez répandue. Et c'est probablement la raison pour laquelle eh bien, le préfet souvent se pose la question de savoir s'il doit prononcer une sanction ou non. Alors justement, comment ça se traduit d'un point de vue statistique? La procédure est faite de telle manière que lorsqu'un inspecteur de l'environnement constate une situation illégale sur le terrain, il rédige un rapport d'inspection et lorsqu'il y a une non-conformité, ce rapport d'inspection doit automatiquement donner lieu à une mise en demeure. Bon, ça, c'est la théorie. On sait que parfois en pratique, ce n'est pas toujours le cas, mais en principe, on doit avoir une mise en demeure. Et ensuite, le préfet a un pouvoir discrétionnaire sur le choix de la sanction à apporter si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet. Bon, aujourd'hui, les statistiques montrent qu'on a à peu près un peu plus de 2000 sanctions administratives prononcées chaque année par les préfets, soit environ 10% du total des mises en demeure. Bon, là, il y a deux positions possibles. À mon avis, la vérité est entre les deux. Soit on est très, très optimiste et on considère que, malheureusement, on n'a pas de statistiques fournies par le ministère pour nous éclairer sur cette question plus précisément. Donc, soit on est très optimiste et on considère que dans les 90% qui restent,
bien les industriels ont respecté les mises en demeure. D'accord, on est revenu dans une situation de conformité, ce serait formidable. Soit on est très pessimiste et on considère que dans 90% des cas, les préfets finalement choisissent de ne pas sanctionner alors même qu'il n'y a pas eu de retour à la conformité. Bon, on aimerait bien déjà avoir les statistiques de la part du ministère, puisque le ministère doit être capable de savoir dans quel cas il y a eu un retour à la conformité ou non, mais l'inspection des installations classées, lorsqu'elle publie ses statistiques annuellement, ne donne pas cette information, donc c'est déjà un premier problème. Mais pour vous montrer dans quelle mesure ces chiffres-là sont de nature quand même à interpeller, hein, je voudrais faire deux comparaisons. La première, c'est avec la Belgique. La Belgique est un grand pays par sa culture, mais un pays moins important que le nôtre par le nombre d'habitants et par le nombre d'industries, d'agriculture, etc., sur son territoire. Dans ce pays, contrairement à chez nous, la sanction administrative intervient de manière subsidiaire. Ce n'est pas ici la première réponse, il privilégie plutôt la réponse pénale. Bon, eh bien, alors même que la sanction administrative intervient que pour les cas les moins graves, j'ai relevé qu'en 2015, il y avait eu 1500 sanctions administratives prononcées en Belgique. Ce sont les derniers chiffres auxquels j'ai pu avoir accès. Donc, vous voyez, la Belgique arrive à faire 1500 et nous, on est à peu près à 2000. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait tant de sanctions administratives chaque année. Ça n'aurait pas de sens. Il s'agit simplement de montrer que probablement, il y a une sous-utilisation par les préfets de leur pouvoir de sanction et très probablement des tolérances administratives relativement répandues. Il suffit d'écouter ce que disent les différents acteurs dans le cadre, enfin ce qu'ont dit les différents acteurs dans le cadre des commissions parlementaires et des différents rapports d'information qui ont été faits dans l'affaire de Lubrizol pour voir que parfois on a des mises en demeure qui sont adressées aux industriels, aucune sanction qui est prise quand bien même l'industriel n'a pas respecté la mise en demeure, mais le préfet a pour habitude souvent de reprendre une mise en demeure, bon, qui n'est pas une sanction, je le rappelle, parce que parfois, quand on écoute certains acteurs, on a l'impression que la mise en demeure en elle-même est déjà une sanction. Autre comparaison, et là vous allez voir l'intérêt des autorités administratives indépendantes, c'est l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Je crois que Madame la députée, vous avez eu l'occasion de les rencontrer. J'avais fait un petit travail il y a quelques années en essayant de voir aussi au niveau statistique ce que ça donnait. Et j'avais relevé à l'époque que dans 70% des cas, donc dans 70% des cas de non-conformité, donne lieu à une réponse administrative, c'est-à-dire que ça donne lieu à une amende sous une forme ou sous une autre. Bon, là encore, ce n'est pas une politique répressive, punitive, négative, qui viserait à clouer au pilori les compagnies aériennes. Vous voyez qu'il y a dans 30% des cas, bien finalement, l'autorité exerce son pouvoir d'opportunité des poursuites et décide de ne pas sanctionner la compagnie aérienne. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a la proportionnalité de la sanction qui intervient. C'est-à-dire que moi, ce que je vous dis ici, c'est que dans 70% des cas, il y a une amende, mais bien sûr, le montant de cette amende est modulé par rapport à la gravité des faits. Donc, vous voyez, on peut utiliser un pouvoir de sanction avec tout le discernement nécessaire, tout en faisant en sorte que quand même, il n'y ait pas un sentiment d'impunité qui se développe au sein du secteur qui est régulé. Autre intérêt que pourrait avoir le fait de confier à une autorité indépendante le pouvoir de sanction administrative, eh bien, c'est d'améliorer le respect du droit de la concurrence. C'est-à-dire qu'on améliore à la fois le respect du droit de l'environnement, mais aussi le respect du droit de la concurrence. La Cour de cassation nous a dit il y a quelques années qu'une situation dans laquelle un industriel ne respecte pas le droit des installations classées est susceptible de donner lieu à une situation de concurrence déloyale. Et oui, bien sûr, si un industriel A ne respecte pas les normes et peut ainsi faire des économies, alors qu'un industriel B qui est en concurrence avec l'industriel A, lui, joue le jeu pleinement du droit de l'environnement et respecte les normes, forcément, ses coûts de production ne sont pas les mêmes.
Et donc, on peut se demander si finalement la pratique des tolérances administratives par les préfets à géométrie variable selon les départements, hein, puisque la politique a tendance à varier selon les départements, est-ce qu'on n'est pas là dans une situation où l'action, ou plutôt l'inaction de l'administration suscite des problèmes d'un point de vue du droit de la concurrence. Et je rappelle que depuis maintenant les années 90, le droit public, l'administration est soumise, elle aussi, au droit de la concurrence. Et donc, il me semble que le fait d'avoir une autorité indépendante et donc un peu plus impartiale et une autorité qui fixe une politique répressive unique sur l'ensemble du territoire pourrait permettre d'améliorer ce type de situation. Ensuite, en matière de police judiciaire, bon, ici, on a bien sûr les inspecteurs de l'environnement, principalement, mais pas seulement, au sein de l'Office français de la biodiversité et les anciens inspecteurs des installations classées au sein des DREAL. Leur travail consiste à constater les infractions pénales sur le terrain. Et alors là, on entre d'un point de vue de la connaissance dans une zone grise, puisque c'est très difficile de vraiment connaître la réalité de ce phénomène. Mais néanmoins, si on a l'oreille attentive, on peut voir qu'il arrive parfois que des préfets ou des supérieurs hiérarchiques donnent des ordres, évidemment à l'oral et non pas de manière écrite, de ne pas dresser de procès-verbaux. Je ne révélerai pas mes sources, mais en matière de police de l'eau, par exemple, il paraît que cela a pu arriver, que des préfets fixent oralement des objectifs à 0 PV annuel. Bon, on sait que c'est un domaine dans lequel les conflits sur le terrain peuvent être importants, notamment avec le milieu agricole, donc on n'est pas forcément surpris. On sait également qu'en matière d'installation classée, il arrive que des PV qui sont rédigés par les inspecteurs ne soient finalement pas transmis au procureur, contrairement à ce qu'impose l'article 40 du Code de procédure pénale, parce que l'inspecteur est lui-même soumis au pouvoir hiérarchique de son supérieur hiérarchique et indirectement au préfet. Donc vous voyez, en théorie, il doit transmettre tous les PV au procureur. En pratique, ça reste un agent de l'administration dont la carrière et dont l'avancement dépend de son supérieur hiérarchique. Donc, de ce point de vue-là, une autorité indépendante pourrait être intéressante de manière à placer les inspecteurs de l'environnement sous l'autorité hiérarchique de cette autorité indépendante, de manière à s'assurer plus de fluidité dans la transmission des procès-verbaux. Deuxième domaine, ce sera plus rapide, dans lequel il peut y avoir des conflits d'intérêts, c'est l'immense domaine très transversal de l'évaluation environnementale. Il y a plusieurs types d'évaluation environnementale. Ici, je me baserai sur l'exemple de l'étude d'impact. Il y a 2 points qui posent question. Dans certains cas, un projet est soumis à étude d'impact au terme d'une évaluation au cas par cas. On regarde au cas par cas, projet par projet, si ce projet doit ou non être soumis à étude d'impact, en appliquant théoriquement les critères fixés par la directive européenne sur les études d'impact. La Commission européenne juge d'ailleurs que la France applique mal cette directive, puisqu'il y a depuis des années des contentieux contre la France sur ce sujet, mais je ne développerai pas davantage. Aujourd'hui, la décision au cas par cas la compétence sur cette décision a été confiée au préfet. Bon. Là encore, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on peut malheureusement craindre que des préfets soient tentés de soustraire certains projets de la soumission à étude d'impact. Donc, confier cette décision au cas par cas à une autorité indépendante pourrait quand même être intéressant. Pourquoi? Parce que clairement, cette question, c'est la prochaine qui est sur la liste de la Commission européenne, à mon avis. Si certaines associations sont assez habiles pour présenter une argumentation sur ce point, la Commission, je ne vois pas comment la Commission pourrait ne pas s'intéresser à cette question. C'est un peu gros d'avoir confié ce pouvoir-là au préfet. En ce qui concerne ensuite l'avis sur la qualité de l'étude d'impact en elle-même,
Alors, on a fait des progrès sous l'impulsion de la Commission européenne et surtout de la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'aujourd'hui, on exige que cet avis soit donné par une autorité administrative disposant d'une autonomie réelle. On n'est pas tout à fait encore sur une autorité administrative indépendante, mais certains progrès ont été faits. C'est ce qui a conduit à la création des missions régionales de l'autorité environnementale et de l'autorité environnementale au niveau national. Il me semble que de ce point de vue, même si le droit français finit par respecter à peu près le droit européen sur cet aspect-là, il me semble qu'on pourrait offrir de meilleures garanties d'indépendance à ces autorités administratives si on confiait ces missions à une autorité indépendante. Pourquoi? Parce que aussi bien dans l'autorité environnementale au niveau national que dans les missions régionales de l'autorité environnementale, eh bien, on a certains membres de ces autorités qui restent des fonctionnaires, qui dépendent toujours hiérarchiquement, directement ou indirectement, du ministère et notamment du ministère de l'économie. Alors certes, on leur dit vous disposez d'une autonomie réelle, exercez vos missions en toute indépendance, mais d'un autre côté, l'avancement de carrière, c'est toujours le ministre de l'économie qui s'en occupe. Donc vous voyez bien que si vraiment on veut aller au bout de cette logique, une autorité indépendante pourrait probablement apporter quelque chose. Dernier point sur lequel une autorité indépendante pourrait être vraiment faire une différence, c'est en matière de préjudice écologique. En matière de préjudice écologique, il y a deux éléments sur lesquels une autorité indépendante pourrait apporter, à mon avis, une plus-value. D'abord, c'est sur la mise en œuvre du préjudice écologique dans tous domaines confondus. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a très peu de décisions. Alors, en dépit de quelques belles décisions, notamment celle du tribunal correctionnel de Marseille, en dépit de quelques belles décisions, il y a peut-être la qualité, mais il n'y a pas encore la quantité. Cette réforme, finalement, qui date déjà de 2016, a beaucoup de mal à trouver son rythme de croisière sur le terrain. À mon avis, une des raisons, c'est parce qu'elle est trop complexe pour les acteurs du droit de l'environnement, les principaux acteurs du droit de l'environnement que sont les associations agréées de protection de l'environnement. Non pas que celles-ci ne soient pas compétentes, elles ont fait leurs preuves depuis longtemps en matière d'action judiciaire, mais le Code civil priorise la réparation du préjudice écologique en nature, ce qui implique pour les associations quelque part de faire des études presque d'ingénierie écologique pour être en mesure de proposer des mesures de réparation en nature qui soient adaptées, etc. Et on sait que c'est extrêmement complexe. Donc finalement, une autorité publique indépendante, elle pourrait en quelque sorte apporter une expertise sur cet aspect-là. Alors, il faudrait trouver les modalités. Est-ce que les associations pourraient lui demander d'expertiser certaines mesures qu'elles envisagent de proposer au juge, ou est-ce qu'elles pourraient intervenir directement auprès du juge pour dire, voilà, ici, on pourrait réparer le préjudice écologique de telle et telle manière. Il faut trouver les modalités, mais à mon avis, elles pourraient exercer un rôle d'appui technique dans le cadre de la réparation en nature du préjudice écologique. Deuxième élément très, très important et qui est vraiment au cœur de l'actualité sur cette histoire de préjudice écologique, c'est le cas particulier du préjudice écologique en matière de responsabilité administrative. Alors, pourquoi c'est d'actualité? Eh bien, parce que pour la première fois, un tribunal administratif, le tribunal administratif de Paris, début février, a reconnu que le préjudice écologique existe aussi en droit administratif, ce que le Conseil d'État niait depuis les années 70. Alors, pourquoi ça pose une difficulté ici? Le Code civil, article 1249, prévoit que la priorité, c'est une réparation en nature. Okay. Mais si la réparation en nature n'est pas possible, alors le juge peut condamner l'auteur du dommage à verser des dommages et intérêts au demandeur. Néanmoins, pour rester cohérent,
le montant de ces dommages et intérêts doivent être affectés à la réparation de l'environnement. Bon, ce qui n'est en pratique pas forcément évident pour les mêmes raisons que j'ai évoquées précédemment. Et les auteurs de la réforme en avaient bien conscience, puisqu'ils ont prévu que, donc c'est toujours l'article 1249, que si le demandeur n'est pas en capacité de prendre des mesures de réparation lui-même, eh bien les dommages et intérêts sont versés à l'État. Bon, ça c'est très bien lorsque celui qui doit réparer le dommage est une personne privée. Mais le jour où celui qui doit réparer le dommage est l'État lui-même, on voit bien que cela n'a plus aucun sens. Donc on verra peut-être que le juge administratif, pour l'instant, le tribunal administratif de Paris a choisi de suivre à la lettre le code civil dans la première application qu'il en a fait. Bon, on verra jusqu'où, si on ne peut pas adapter, si le juge, à travers sa jurisprudence, ne peut pas adapter cet élément-là. Mais à mon avis, on ferait bien quand même d'anticiper, puisque vous voyez bien qu'ici, ça vide de tout sens ce mécanisme de responsabilité, puisque ici, l'État pourrait être condamné, entre gros guillemets, à se verser des dommages et intérêts à lui-même. Donc, l'effet dissuasif de la responsabilité civile est complètement anéanti. Et c'est la raison aussi pour laquelle depuis le départ, je plaide en faveur d'une autorité publique indépendante et non pas d'une autorité administrative indépendante. Pourquoi une autorité publique indépendante? Puisque, à la différence d'une AAI, une API dispose de la personnalité juridique. Et donc ici, on voit bien l'intérêt que cela pourrait avoir. On pourrait, plutôt que de verser ces dommages et intérêts à l'État, on pourrait verser ces dommages et intérêts à une autre personne juridique distincte de l'État que serait cette autorité publique indépendante environnementale. Et donc, cela permettrait de conserver l'effet dissuasif de la responsabilité. Donc, vous voyez que finalement, sur le préjudice écologique, on a plusieurs éléments qui posent problème aujourd'hui en pratique et qui pourraient justifier qu'on confie un certain nombre de compétences à cette autorité indépendante. Deux mots en conclusion pour vous dire que créer un défenseur de l'environnement, pourquoi pas, mais finalement, moi, la question qui m'intéresse, ce n'est pas tellement de savoir si on l'appelle autorité publique indépendante environnementale ou défenseur de l'environnement ou haute autorité des limites planétaires ou des générations futures ou je ne sais quoi encore. Ce qui m'intéresse, c'est surtout que cette autorité, quel que soit son nom, soit indépendante. Je crois qu'on a été rassuré tout à l'heure par les propos de Madame la députée. Mais surtout, aussi et surtout, qu'on lui confie de véritables pouvoirs. Et de ce point de vue-là, il me semble que la médiation est bien sûr toujours intéressante. Encore faudrait-il véritablement faire une étude d'impact sur le terrain pour voir quels sont ces besoins de médiation environnementale, puisque bon, c'est assez paradoxal, au même moment où on limite considérablement le champ de l'enquête publique, par exemple. Bon, vous voyez, déjà, l'enquête publique joue un rôle de médiation aussi environnementale, donc c'est paradoxal d'insister sur la médiation et en même temps de limiter le champ de l'enquête publique. Donc, médiation, pourquoi pas, mais surtout doter cette autorité de véritables pouvoirs. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas certain que le défenseur des droits soit un modèle absolu. Quand on regarde bien les missions du défenseur des droits, il n'a pas tellement de compétences. Il a beaucoup de compétences consultatives, d'intervention, mais pas forcément beaucoup de pouvoir. Il me semble que des modèles plus intéressants, mais on aura l'occasion d'y revenir au cours de la matinée, ce sont les autorités de régulation économique qui, elles, disposent de véritables compétences et de véritables pouvoirs d'intervention. Vous l'avez compris, Madame la députée et mes chers collègues, mon souci ici est d'éviter de rester dans une écologie du symbole pour entrer dans une écologie non pas punitive, mais véritablement pragmatique.